Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques. On va vous faire aujourd'hui un retour sur l'EGA 2024 puisqu'on en revient, on est littéralement le lendemain de l'EGA 2024 et aujourd'hui je suis avec Dylan qui va se présenter un petit peu puisque c'est la première fois qu'on le voit dans les vidéos. Dylan, raconte-nous un petit peu qui es-tu? Bonjour, donc Dylan, enchanté. Bien bonjour garçon. Alors joueur, copain de Ben, copain de la clique. Yes. Fraîchement revenu de l'EGA, c'était la premije fois pour moi, merci à Stéphane, merci à Ben de m'avoir amené. C'était très chouette, franchement très belle expérience, très content de l'avoir faite. Moi je suis un peu plus peut-être néophyte, je suis un joueur assez récent, je suis rentré dans le monde du jeu en 2018, alors par rapport à plein de joueurs, c'est peut-être bien sûr, mais bon, après voilà, ça joue beaucoup quoi, ça joue beaucoup. Oui, maintenant par contre ça joue beaucoup. Et très rapidement, je me suis orienté vers le jeu expert, dès 2018, je me suis orienté dans le jeu expert, et je me suis rapidement, plus ou moins rapidement, découvert surtout une passion pour les jeux assez interactifs, économiques, financiers. Carrément. Très bien. Allez, ça part. Plutôt les 18 alors, tu disais, voilà. Gros joueur de 18. Il est arrivé en me disant ça, en fait. Il m'a dit, bon, écoute, garçon, moi je joue au 18XX, donc c'est parti, on fait du jeu de train ici. Exactement. Voilà. Donc plus joueur de 18, joueur d'Eurogame aussi en règle générale, mais il me faut du jeu interactif. Et j'aborde souvent ce prisme de l'interaction à travers le jeu, et c'est super important pour moi. Et puis dernièrement, beaucoup de jeux de pli aussi. Je pense que vous m'avez contaminé. Carrément. Voilà, globalement. Très bien. C'est pour ça qu'on s'entend bien a priori. Jeu interactif, jeu de pli, jeu de train, vite fait. Mais voilà. Grandement pour moi, mais on va s'y mettre. Il y a 21 Moon qui nous attend. Bref, en tout cas, on va aujourd'hui parler des jeux de l'EGA. Donc on va faire un point un petit peu à l'image de ce que j'avais fait sur le Diamant d'Or. On va prendre les 4 jeux dans le sens inverse. On va partir du bas du classement et puis on va vous dire un petit peu ce qu'on a pensé à chaque fois de chaque jeu. On va faire une petite analyse chacun et on va commencer tout de suite justement avec Apiari. Quatrième et donc dernier de cette EGA 2023, c'est Apiari. Apiari, un jeu de Conny Vogelmann, illustré par Kwanchai Moria et édité chez Stonemaier Games en version originale, localisé en français par Matago. Et donc c'est Dylan qui va nous parler de ce jeu en premier. Alors, moi je suis assez dubitatif personnellement sur Apiari. Pas complètement déplaisant, il faut essayer de reconnaître un minimum de qualité au jeu quand même, et pas directement le bâcher, mais c'est pas un jeu sur lequel je retournerai personnellement. Ok. J'y vois plusieurs points négatifs. Premièrement, par exemple, sur je trouve qu'il y a un vrai déséquilibre sur les cartes, donc il y a une mécanique où on va pouvoir récupérer des cartes qui vont pouvoir être utilisées via différentes manières. Ça va pouvoir nous filer une ressource, ça va nous donner du scoring, ça va nous donner potentiellement aussi un pouvoir qu'on va pouvoir utiliser durant son tour. Des cartes à effet, quoi, qui sont unbalanced, qui se valent pas du tout, quoi. Ah non, pas du tout. Déjà, il y a, pour moi, un premier problème, on peut en utiliser autant qu'on veut à notre tour. C'est déjà pour moi un fort déséquilibre sur quelqu'un qui aurait rushé cette action du plateau central d'aller en récupérer. Il y a une variante officielle sur ce truc de, on peut dire qu'on utilise maximum 2 par tour. Officiellement, il y a une variante dans le petit bouquin de règles, mais c'est vrai que de base, on peut s'en servir autant qu'on veut. Alors là, c'est roue libre. En fait, on les accumule, on attend la fin du jeu et il y a 20 minutes de cartes. Exactement. C'est ça. Ce qui peut être assez frustrant pour les joueurs en face. Donc déjà, premièrement, pour moi, il y a un vrai déséquilibre de ces cartes par rapport au reste du jeu. On peut essayer vraiment de foncer sur les cartes et de se construire notre propre moteur rien qu'avec ça. Et je trouve ça pas forcément très très plaisant, in fine, et pas très intéressant non plus. Bon, non. Ensuite, je trouve qu'il y a certaines actions qui sont clairement pas très intéressantes et pas très utilisées dans le jeu. Je pense notamment à l'action Convert qu'on peut clairement essayer d'éviter durant le jeu. On peut toujours essayer de magouiller, trouver d'autres manières pour aller chercher la ressource qu'il nous faut. Bon, voilà, je trouve ça vraiment très limite et pas très intéressant. Ainsi que l'action Grow en anglais, donc qui permet d'aller récupérer des ouvrières. Ça, on va le faire généralement une fois dans la partie parce qu'on va avoir plusieurs abeilles qui vont partir en hibernation, donc on va avoir besoin d'en récupérer certaines. Mais c'est assez anecdotique, on va le faire une fois dans la partie, et c'est pas beaucoup plus, quoi. Donc ça, je trouve ça quand même assez dommageable, parce que le jeu va tourner sur un cycle de 3 actions, généralement, 3-4 actions. On va récupérer des cartes d'un côté, on va aller rechoper de la ressource, construire de la tuile, et puis c'est à peu près tout, quoi. Et donc ça, c'est pas le feeling le plus intéressant, je trouve. Autre point, pour moi, qui serait assez négatif dans le jeu, c'est qu'on a clairement l'impression donc ce qu'on disait, de jouer à la dinette.
je récupère telle ressource, que je vais transformer en telle ressource, que je vais retransformer en telle ressource, et puis à la fin, je vais me tuer. Hop là, j'obtiens des points de victoire. Voilà, Paf, exactement. hop là. Et ça, via un prisme d'Eurogamer qui aime l'interaction, il y a rien de très intéressant. Ah oui, en fait. t'es tout seul, quoi. C'est exactement ça. T'es tout seul dans ton coin, et en fait, il y a un extrêmement faible impact de ce que font les autres joueurs. Tu es très très peu bloqué par tout ça, et c'est pas très très intéressant. Pour un point un peu plus positif quand même, j'aime particulièrement la mécanique de vieillissement des abeilles. Donc cet aspect de je te pousse d'un emplacement un petit peu à la galériste, si on pouvait faire une comparaison. C'est assez intéressant. Je te pousse, tu récupères ton abeille ou non. Tu peux vouloir la stocker pour avoir ton revenu. Ça, c'est plutôt intéressant. Et cet aspect vieillissement qui va te permettre de faire des actions de plus en plus fortes au fur et à mesure du jeu, c'est quand même somme toute intéressante. Et bon, on retrouve pas ça dans beaucoup de jeux. Non, le vieillissement, c'est toujours quelque chose de très intéressant. Et c'est vrai que c'est pas commun. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Autre point, pour moi, il a quand même un feeling très long. Par rapport à la proposition. Dans les faits, ma dernière partie à 4 joueurs à l'OGA, ce n'était qu'1 heure et demie à 4 joueurs, ce qui est somme toute complètement convenable, mais le ressenti est infini, quoi. J'avais l'impression d'être resté 3 heures à table et j'avais juste envie de faire un autre jeu. Et ça, je trouve ça quand même dommage. Non, c'est pas normal. Enfin, ça devrait pas se produire. Si le jeu est bien, ça doit pas arriver, quoi. Et sur un dernier point aussi que je trouve très dommage, parce que là on pouvait tenir potentiellement quelque chose de super intéressant, c'est sur l'abeille, donc celle qui nous permet de faire, je crois c'est Explore en anglais, donc celle qui nous permet d'aller récupérer les ressources. Ma première partie je l'ai jouée donc peut-être avec une sorte de variante ou je ne sais pas, en tout cas une erreur de règle, où j'étais contraint sur le déplacement de mon abeille, c'est-à-dire que si j'avais 5 de force en ouvrière, je déplaçais l'abeille de 5. Exactement 5. Ma partie à l'EGA, je me suis rendu compte qu'en fait c'était une erreur de règle et que c'est un déplacement jusqu'à cette valeur d'ouvrière, et je trouve ça super dommage parce que là ça pouvait rajouter un chouïa de contraintes dans le jeu qui était intéressant au final et qui sortait parce qu'on peut très facilement se mettre dans une boucle, et là ça nous forçait un petit peu potentiellement à sortir de la boucle, à voir un peu autrement, des fois à temporiser de telle personne va peut-être déplacer l'abeille, je serai dans une meilleure position. Bon voilà, bien sûr. C'est au final c'est un chouïa, c'était pas difficile de faire autrement. Ouais, bien sûr. Là, c'est pas le cas. Ça aurait pu, ouais, voilà. Ok. Voilà mon ressenti globalement sur ce jeu. Bon, très bien. Bon, je vais suppléer un petit peu à tous ces points. On pense à peu près la même chose, mais je vais reprendre certains trucs. Donc, je suis d'accord sur le ressenti en termes de temps. Pour moi, c'est beaucoup trop long. Pour moi, en fait, il y a un rapport. Le truc le plus important, c'est le rapport entre le poids du jeu et le temps passé. Qui est pas du tout équilibré. En fait, le poids du jeu, on y reviendra un tout petit peu après, mais le poids du jeu, en fait, est quand même relativement léger. On est à l'Expert Game Award, mais on a Happy Harry. Bon, il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre, et en fait, on se retrouve à jouer 1 heure et demie sur le jeu, et effectivement, on a la sensation du double, parce qu'en fait, il y a un moment donné où on attend juste la fin, en fait. Exactement. On est là, et on se dit, bon, il faut, pour atteindre la fin de la partie, il faut finir une certaine zone avec un nombre de fois où on va se reposer. Bon, et en fait, on cherche tous à faire ça au bout d'un moment, et c'est bon, on a compris, quoi, on a fait le tour du jeu, machin. Et généralement, on peut même tomber dans des boucles que je trouve pas spécialement intéressantes, où juste on va aller prendre un emplacement unique, et on va s'auto-pousser pour faire grandir nos ouvrières. Exactement. On tombe dans une boucle de je me fais grandir juste pour aller rusher la fin de game. Ça, c'est un autre problème. Pas très intéressant. À mon sens, en fait, ces boucles-là, elles existent dans le jeu. Alors, ça peut être volontaire. Il y a en fait, pour moi, c'est 100% volontaire de la part de Stone Meyer. Alors là, j'interprète, on va dire, parce que j'ai pas l'information si c'est volontaire ou pas. Je vois pas comment ça peut ne pas être volontaire, parce que il y a des combos qui amène à des boucles. Ça veut dire que je vais faire en boucle la même action jusqu'à la fin du jeu, ce qui va en fait, déjà pour moi c'est pas très intéressant, pour les autres joueurs ça crée une forme de course contre moi, parce que en fait je vais juste engranger des points. Tous les tours je vais faire exactement la même chose et je vais continuer à engranger des points jusqu'à la fin de la partie. Et du coup ça c'est dérangeant, parce que c'est pas souhaitable dans un jeu expert. Dans un jeu initié, dans un jeu famille, ça peut s'entendre et tout ça, où c'est un peu chaotique, bac à sable, ce qu'on veut, machin. On peut l'entendre. Là, le problème, c'est que ça se produit dans un jeu expert. À mon sens,
ça devrait pas arriver. Et c'est un des critères qui l'exclut. Pour moi, ça devrait pas pouvoir se produire. Et en fait, pour toute la table, c'est pas très sympa. En fait, ça devrait pas. D'autant plus que les boucles que tu décris sont facilement atteignables. Il y a pas besoin de forcer. En fait, exactement. Ça se produit. Vu la configuration, il y a plein de choses qui donnent des effets. Il y a une ribambelle de tuiles, plus ces cartes, effectivement, qui sortent. Et là, c'est Clown Fiesta, en gros. C'est le sapin de Noël, quoi. Hop, tu tires et c'est le loto. Tu sais pas ce que tu vas avoir. Mais en principe, c'est plutôt bon très fort dans un sens. Il y a, entre les différentes cartes, on a vu des différences strictes, en fait, qui sont bizarre. Alors, les cartes servent à deux choses quand même, à trois choses. Obtenir une ressource, ça c'est le commun. Obtenir un effet immédiat et du scoring de fin de partie si on choisit de les garder, de les planter. Bon, voilà. Disons que je trouve qu'il y a vraiment des choses qui se valent pas du tout en fait en jeu et qui permettent de transgresser les règles. Et tout ça, ça amène dans le jeu, à mon sens, à quelque chose de central, c'est que le jeu n'a pas de tension. En fait, le jeu a de la tension sur les différents éléments et à quel moment on va atteindre la fin de la partie et le fait de récupérer cette tuile là parce qu'elle m'intéresse, machin. Mais en réalité, c'est pas de la vraie tension. C'est juste un effet d'opportunisme, c'est-à-dire que il y a tellement de choses qui permettent de transgresser les règles de base que le peu de tension que le jeu peut amener sur de la prise de tuiles, de la prise de position, un tout petit peu ce phénomène de majorité, machin, c'est balayé complètement parce qu'un joueur à n'importe quel moment peut sortir une carte de son chapeau et dire « je fais ça ». Hop, out of the blue comme on dit, et en fait on peut rien y faire. Le mec a pioché la bonne carte. Exactement. Et il a fait ce que vous êtes en train de manigancer depuis les 3 tours. Exactement. C'est l'enfer. Enfin, je veux dire, j'aime bien les jeux chaotiques. Le problème, c'est que là, on le met dans une catégorie vraiment expert, beaucoup plus orienté réflexion que fun. Et là, c'est compliqué à accepter parce qu'on est en train d'essayer de construire quelque chose au fur et à mesure. Et il y a ces règles qui transgressent dans tous les sens, qui fait qu'en fait, on peut très difficilement anticiper un coup parce qu'en fait, un autre joueur va juste faire ce qu'on avait prévu de faire depuis 2 tours. Et pour moi, c'est vraiment, ça c'est très compliqué à gérer. J'aime pas du tout cet effet-là dans les jeux. Alors là, vraiment encore plus a fortiori. Maintenant, qu'est-ce que je notais d'autre? Le rapport, ouais, voilà, c'est ça. Les actions sans implication. Alors ça rejoint un peu le manque de profondeur globale. J'y reviendrai un peu plus tard. En point positif, je trouve quand même que on a passé des bons moments. En fait, il y a la moitié de la partie où c'est marrant. Oui. Parce que les effets sont tellement random qu'en fait c'est marrant. On rigole parce qu'on se dit « Ah ouais, tu fais ça ? Oh bah alors franchement pas de problème. Tu veux mes ressources ? Vas-y. » Non mais parce que franchement on est à tel point de déséquilibre et de randomness dans ce qui peut se produire que c'en est marrant. Mais c'en est marrant en fait pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Exactement. Faire ça pendant 1h30. En fait c'est ça. Le jeu est juste pas bien dosé en termes de poids, en termes de taille. Il a un petit peu le cul entre deux chaises. Il est dans cette catégorie de l'échelle BGG à 3 tout pile où en fait on sait pas trop quoi penser du jeu. En fait, il y a pas assez d'implication, mais en même temps c'est long. Et bon, du coup, en fait, c'est hybride, c'est bâtard comme format et ça marche pas. Et voilà, donc là, c'est pile ça. Effectivement, comme tu dis, ça durait 30 minutes. On rigolerait, ce serait formidable. Voilà. Bon, tout à fait. Si on revient un petit peu sur cette histoire de poids, je pense qu'on est d'accord tous les deux sur le fait que le jeu n'a rien à faire dans la catégorie expert. Vraiment, pas du tout. Enfin bon, sincèrement, là vraiment, j'en ai parlé déjà à Stéphane. Je comprends pas la décision en fait de l'intégrer, ne serait-ce que, allez, dans la présélection si on veut y réfléchir. Je comprends pas comment les gens ont pu le mettre dans une sélection expert en haut de leur classement parce que c'est pas normal en fait. Ouais. Le jeu n'est même pas à 3 sur l'échelle BGG et c'est parfaitement justifié. Hein. C'est vraiment un jeu où on fait des actions qui sont très dissociées les unes des autres et c'est essentiellement de la conversion de ressources pour obtenir des points de victoire. Il n'y a pas vraiment de sous-jacence des différentes actions, d'implication, de dépendance, en fait c'est très distinct tout ça, plus cet effet très très chaotique qui arrive avec les différentes cartes et tuiles qui sortent vraiment du chapeau. Alors là il n'y a pas plus opportuniste que le truc là. Oui, tout à fait. En fait ça c'est dommage parce que ça enlève les qualités du jeu comme tu disais, hein, le vieillissement des abeilles c'est super intéressant. Il y a un minimum d'interaction qui est très positif du coup qui amène pas de tension mais qui fait quand même qu'on joue pas complètement dans son coin, sauf quand on fait nos petits manigances avec les ressources là. Hop là j'échange 2 pollen contre un miel, truc. En fait pour moi son problème principal ça serait qu'il est très feel good. Oui. Et pour un jeu expert, je m'attends pas à
un jeu aussi gratifiant. Oui, d'accord. Alors, le côté gratifiant, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ce qui est le plus marquant, c'est le manque de profondeur. En fait, il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est ça le problème, c'est que on va chercher des ressources. Enfin, vraiment, l'Action Explore, c'est le meilleur exemple, entre guillemets. On va chercher des ressources, littéralement. C'est quand même chaud, quoi, je trouve. Enfin, on fait notre action du tour, c'est quoi? Je vais chercher des ressources ou je vais chercher une carte qui me donne un bonus. C'est pas je fais ça qui va déclencher ça, qui va me positionner pour après, qui va... Non, je vais juste chercher des machins. Je fais de la dinette, vraiment. Je vais chercher des ressources dans la boîte, quoi. Waouh, hey, en termes d'implication, c'est showtime, quoi. Non, je trouve ça n'a rien à faire là. Ça devrait pas. Et c'est dommage. C'est comme ça. Hein. Non, et puis ces dites ressources sont très peu contraintes, en fait. Non, très vite, tu abondes sous les ressources. Et comme tu dis, il y a cette action de trade qui, si jamais t'as fait de la merde avant, en fait, t'arrives à t'en sortir quoi qu'il arrive. Et donc à partir de là, roue libre total, quoi. Exactement. Enfin, vraiment, on peut tout faire, en fait, dans ce jeu. Donc, voilà, il y a une sorte d'enjeu sur... Ah oui, on n'a pas parlé des danses. Une sorte d'action où on va aller créer une danse. Donc, il y a un emplacement de moins que le nombre de joueurs. Et en fait, on crée une danse qui permet de faire un échange de ressources particulier et qui permet de dire, c'est moi qui l'ai créé. Et donc, si les mecs s'en servent, t'as un bonus. Mais comme on se sert pas de l'action, en fait, tu vas faire la danse, mais après, t'en as rien à carrer. Juste, tu mets ton cube, sur les parties ciao, quoi. Sur les parties que j'ai vues, tu vas peut-être récupérer. Donc, c'est sur la piste faveur de l'arène, si je me souviens bien. Tu vas peut-être récupérer 1, 2, 3 faveurs parce qu'on a utilisé ta danse. D'ailleurs, piste que je trouve, en fait, très mal exploitée. J'aurais bien aimé un système, j'ai cité Galériste tout à l'heure, mais pourquoi pas un système à la Galériste où, avec peut-être plus de contraintes sur les ressources, mais en utilisant cette piste de faveur je peux reculer d'un certain nombre de cases et récupérer de la ressource. Comme Galériste, comme ce qu'on a fait récemment là avec comment ça s'appelle Galactic Cruise, où on pouvait vraiment, c'était à notre main, c'est-à-dire on avait vraiment quelque chose, ou même quelque chose qui conditionne, c'est-à-dire en dessous d'un tel niveau, ça te coûte ça pour aller faire ce truc-là, en dessous de et t'as des imbricages, t'as quelque chose, en fait, t'as un intérêt, parce que là en fait cette piste-là c'est quoi? C'est des points de victoire. C'est des points de victoire. C'est juste des points de victoire bêtes. En fait, on va pouvoir l'utiliser une fois ou deux quand on va faire une danse. Potentiellement, si la danse demande de la faveur, ce qui n'est pas obligatoire. Ce qui est pas obligé. Et c'est tout, en fait. Et sinon, à la fin, c'est des points de victoire. Alors, il y a un effet d'opportunisme énorme, en plus, avec une certaine tuile jaune qui va donner autant de points que sa hauteur sur cette piste. Sachant que cette piste monte jusqu'à 25, si je dis pas de bêtises. Sachant que les autres tuiles jaunes, donc c'est des tuiles qui donnent du scoring de fin de partie, la plupart des autres tuiles jaunes sont capées vers 10, 12. Alors déjà, je ne comprends pas cette tuile, l'intérêt d'une tuile qui va potentiellement scorer jusqu'à 25 points, sachant qu'on rescore les 25 points de cette piste. C'est pas la seule, il y en a d'autres. J'ai mis des tuiles, j'ai mis une tuile à 24 points, je crois. Il y a une tuile qui te fait 1 point par tuile dans ton royaume. Donc, alors là, c'est pareil, c'était roue libre, j'en avais, je sais pas combien, j'en avais une vingtaine, enfin, bref. Mais bon, en tout cas, voilà. Je pense, en conclusion sur Apiary, on peut dire que c'est pas que c'est un mauvais jeu, c'est que c'est pas un jeu qui est dans la bonne catégorie. C'est pas un jeu expert, c'est un très bon jeu qui conviendra aux initiés certainement. C'est un jeu qui est trop long. Alors je fais la conclusion pour moi, je te laisserai faire une conclusion si tu veux, mais pour moi c'est un jeu qui est trop long par rapport à ce qu'il propose et c'est un jeu qui est trop ouvert en fait, qui a besoin d'être cadré un petit peu et où on a besoin de réduire ses effets de cartes ou alors on réduit le temps de jeu. Mais là, on s'entend pas. En fait, 1h30 de jeu avec des effets aussi chaotiques, pour moi, c'est pas acceptable, quoi. C'est pas Tout ok. à fait, ouais. Voilà. Oui, non, je suis assez d'accord. Ma conclusion, ce serait, il pourrait ne pas être désagréable dans le cadre où je suis à 2 joueurs, je veux un jeu de fin de soirée où je vais pas trop me prendre la tête parce que il est pas si prise de tête. Les décisions sont quand même généralement très évidentes. Ça va vite. Il y a pas spécialement de downtime si t'es à 2 joueurs, c'est tac, 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 tac. Donc dans cette configuration, à la rigueur, il peut être plaisant. Mais après, sur un prisme Eurogame où j'ai envie de sortir un gros jeu une soirée à 4, jamais ça que tu sors. Jamais celui-là que tu sors. Et en fait, si je viens l'acheter, je l'achète pas dans cette optique-là, dans cet esprit-là. Bien sûr. Tout à fait. Bon, voilà. On passe maintenant au prochain jeu de cette EGA 2023, arrivé en 3e position, qui est Érudit du Tigre du Sud. Yes. Donc, qui est designé par LG McDonald, Shem Phillips, illustré par The Miko et édité chez Garfield Games. Yes. Localisé en français par Pixie Games. Exactement. Je laisse maintenant la parole à Ben pour lui donner son ressenti sur ce jeu. La cérémonie de l'EGA. Excellent. Ouais, très très bien. Et ben, Érudit, bon bah voilà, j'en ai déjà mis énormément de bien dans plusieurs vidéos différentes, donc je prêche la bonne parole. Érudit, allez-y, c'est génial. Non, concrètement,
si je reprends un peu les différents éléments et je vais essayer d'en amener de nouveaux à chaque fois. Érudit du Stick du Sud, j'ai beaucoup de parties maintenant sur le jeu et on a joué une partie à 4 pendant le GA parce qu'il y a un critère qui dit que effectivement le jeu doit être dans sa config optimale à 4 joueurs. Je trouve ça intéressant comme critère, c'est un parti pris, mais pourquoi pas. Bon, on a joué donc à Érudit à 4 joueurs. Pour moi, c'est la moins bonne config de toutes et pourtant ça a quand même fonctionné. C'est un moins bon config parce qu'il y a un petit peu il y a un tout petit peu de, c'est plus difficile de calculer ce qui va se passer autour de la table quand notre tour revient et donc le plateau peut avoir changé assez fort et donc moi je préfère à 2 ou à 3 mais bref. Érudit du Stick du Sud, c'est un jeu qui a besoin d'être rejoué énormément pour vraiment bien comprendre toutes les implications de ce qu'on est en train de faire et pouvoir agir sur les différents paramètres. Qu'on entrevoit un petit peu à la première, deuxième partie, les différents leviers sur lesquels on peut agir, ce qu'on peut aller chercher dans le jeu, ça enfin, je pense qu'on les voit. De là à vraiment les travailler pour agir dessus, ça c'est encore une autre paire de manches. À mon sens, il y a vraiment une profondeur qui est totalement insoupçonnée. En fait, on a l'impression qu'on a tout vu quand on a joué 1-2 parties. Je pense que en fait il faut y aller vraiment beaucoup plus loin que ça et envisager que le jeu est beaucoup plus profond que ce qu'on envisage. Ce qui est énorme, c'est le 4 actions présentées. Vous avez 4 actions à votre tour, voilà, on choisit, allez 5 avec le repos. Et la profondeur de chacune de ces actions. C'est extrêmement, on est exactement à l'inverse d'Apiari qu'on décrivait. Oui. Apiari, on peut faire 6 actions différentes, je crois, avec 0 profondeur sur chaque. Ici, on peut faire 4 actions et il y a et ça va là. Il y a une imbrication qui est très impressionnante. Moi, je trouve déjà ça, c'est un super point fort du jeu, c'est que il est vraiment, il est pas opaque comme un Lacerda. Je sais que tu vois ça un peu comme un Lacerda sur la première partie parce que je trouve que c'est un peu fermé, on voit pas trop où est-ce qu'on va, machin. Moi, je le trouve moins opaque qu'un Lacerda parce qu'il y a le thème, parce qu'il y a justement que ces 4 actions en surface et où tu te dis, bon, bah, de toute façon, je peux pas faire 50 trucs à mon tour. En plus, on ferme des emplacements au fur et à mesure. Donc, évidemment, t'as plus énormément de choix sur ce que tu vas faire. Donc, tu dis, bon, bah, je vais faire ça, puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Mais c'est vrai que il est quand même vraiment assez profond. Et c'est ça qui est chouette, c'est que le rapport, justement, ici, temps de jeu, profondeur, il est ultra équilibré parce qu'on y joue 2 heures et en fait on a une profondeur qui est immense. Donc ça c'est le premier point, moi c'est un truc qui me plaît à mort. Je trouve que le système d'action selection est génial. En fait, on utilise des dés de couleur et on va faire donc des dés qui ont une valeur et une couleur et on va pouvoir en mélanger jusqu'à 2 pour créer une couleur potentiellement secondaire avec des couleurs primaires. Il y a 6 couleurs au total, 3 couleurs primaires, 3 couleurs secondaires qui sont issues des différents mélanges et on peut avoir une action qui va de 2, donc 1 plus 1 sur les dés, enfin de même 1 puisqu'on peut mettre un dé, à 12 au maximum. Les actions exploitent les dés dans leur valeur et ou leur couleur, et en fait je trouve ça super malin d'avoir fait ça comme système d'action selection parce que non seulement c'est intéressant, il y a une petite complexité de prise en main au départ qui est vraiment pas désagréable, c'est-à-dire qu'au début quand on présente le système on dit ah ok, ah ouais, et on rajoute les personnages, ah ok, 2 personnages par dé, ah ouais ok, oh wow, ok, vas-y. Il y a une vraie profondeur, un vrai truc en plus, je trouve, dans le jeu, qui fait que ça amène un intérêt, ça amène déjà un défi intellectuel qui est déjà assez corsé pour arriver à construire quelque chose d'intéressant. Ça amène aussi des choix. J'ai un D6, super, sauf que c'est un D6 jaune. Et du coup, est-ce que je vais péter mon D6 jaune pour une action qui ne demande pas de couleur? Ou est-ce que je décide de le garder pour un truc qui va plus me servir après ou quoi? Bon. Voilà. Mais ce qui rend aussi intéressant, je trouve, pour rebondir là-dessus, certaines actions vont demander potentiellement que de la couleur. Exactement. Et là, potentiellement, tu peux utiliser tes dés qui sont mauvais, mais juste ça. Pour de la couleur. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Ça peut être d'ailleurs un système qui vient contrebalancer un petit peu, parce qu'effectivement, point négatif qui est, à mon sens, incontestable, c'est que les dés de valeur 1 sont strictement moins bons que les dés de valeur 6. Il y a rien à faire. Strictement. C'est-à-dire que il va falloir aller chercher un type de ressource, à savoir les meeples, pour contrebalancer cette faible valeur. Ce qui est quand même assez dommageable. Aucune action n'exploite les dés de plus faible valeur. Il n'y a pas de mise en valeur de ces actions-là. C'est juste pas de chance, entre guillemets, si vous les avez au dé. Vous pouvez rien y faire. C'est comme ça, c'est pas contestable. C'est un choix que j'adorerais discuter avec Sean Phillips. Si vous m'entendez, Sean Phillips et Jim McDonald, venez discuter pour qu'on sache un petit peu de quoi il en retourne. Je voudrais comprendre le pourquoi ça a été fait comme ça, parce que c'est vrai que ça c'est pas justifié du tout. Non. Et je vois pas ça pourquoi. Ah non, mais c'est étonnant. Peut-être que c'est en vue d'une extension et tout ça. Bon, après c'est pas forcément l'idéal d'avoir fait en vue d'une extension, mais en tout cas voilà. Et donc voilà, il y a ce truc là. Il y a quelque chose qui est souvent critiqué par les joueurs que j'ai beaucoup entendu, c'est que le jeu peut se bloquer.
c'est vrai, le jeu peut se bloquer entre guillemets, dans une situation où il n'y a plus de traducteurs, ou alors il y a que des traducteurs qui ne traduisent pas vers l'arabe, qui est donc l'objectif, ou alors il y a plus de parchemin dans les guildes parce que c'est trop avantageux de machin, et on n'a pas envie d'y aller et tout ça. Je pense que c'est vraiment faux. Alors je dis pas que c'est la vérité, c'est ce que je pense. Après les parties que j'ai fait, je constate ça à chaque fois. Je pense qu'il y a aucun intérêt de chercher à bloquer le jeu et de faire des actions moindres pour temporiser entre guillemets, parce que en fait, faire l'action qui va débloquer la situation pour les autres joueurs, certes, mais qui va vous apporter un parchemin particulier, ou alors qui va vous permettre d'avoir un traducteur et de le mettre à la retraite par la suite, qui sera surutilisé et ainsi de suite. Pour moi, c'est jamais mauvais. En fait, on a l'impression que c'est pas bon parce qu'on donne des avantages aux autres joueurs, mais en fait, on en prend plus. Donc, pour moi, c'est pas du tout opportuniste que de chercher à bloquer le jeu complètement. Alors, bien sûr, j'entends, hein, c'est bloquable. Donc, évidemment, on peut s'en plaindre. Ouais, mais pour c'est moi, atteignable. Voilà, ça serait plus la faute des joueurs et une faute de joueurs plutôt qu'une faute de jeu. Ouais, je comprends. Les joueurs sont suffisamment grands. Généralement, quand ils jouent à ce type de jeu, ils sont suffisamment grands pour comprendre l'application de leur choix. Et à partir de là, pour moi, c'est inhérent aux joueurs. Non, c'est inhérent aux joueurs. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que pour une première expérience, par exemple, où tous les joueurs autour de la table sont hyper orientés euros et savent qu'il faut pas donner d'avantage aux autres joueurs, du coup, ça fait un peu bizarre. Parce que, en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un truc de, je peux quand même pas faire ça pour lui donner. Si, en fait, il faut plonger, faut pas hésiter. Oui, et comme la première partie, tu tâtonnes un petit peu, tu sais pas exactement ce que tu fais et tout ça, en fait, c'est là où t'es incité à le faire et tu vois que ça marche. Parce que, tu t'en fous, tu t'affranchis de cette contrainte de dire j'ouvre trop à mon adversaire ou quoi. Non, juste tu y vas parce que tu sais que ça va t'apporter plus, ce sera meilleur, de toute façon ce sera meilleur. Et donc pour terminer, juste un dernier petit point, aussi un élément intriguant, c'est l'inclusion d'une action qui crée de l'interaction directe entre les joueurs, qui permet d'aller voler de l'or à d'autres joueurs, voler entre guillemets, de l'or au traducteur des autres joueurs, avec une contrepartie d'une pièce qui vaut bien sûr pas un or. Je pense que en fait, il faut le voir plus globalement. Il y a énormément d'implications sur la façon dont la gestion de l'or sur les traducteurs fonctionne. Il y a le fait d'avoir un traducteur qui est là tout le temps. On peut aussi braquer notre propre traducteur pour qu'il reste là plus longtemps parce qu'on a une direction particulière d'aller sur un tel type de langue ou quoi. On peut aussi le laisser à proximité des adversaires pour avoir une sorte de moteur de pièces naturel qui va se créer et du coup exploiter en fait l'or qui va être donné à ce traducteur. En plus, en le récupérant à la retraite à la fin. Enfin, pour moi, il y a plein de choses qui font qu'on a aussi envie soit de laisser nos traducteurs, soit de les récupérer plus vite et donc d'accélérer ce processus avec ce système-là. Oui. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que tout le reste du jeu est très orienté interaction indirecte. C'est très interactif, mais très indirect. Voilà. Je te laisse dire ce que tu voudrais dire sur le jeu. Ouais. Alors, de mon point de vue, j'ai plutôt apprécié cet aspect, donc tu citais tout à l'heure Lacerdesque. Pour moi, en première partie, en tout cas, je l'ai vu vraiment comme, il avait des feelings un peu à la Lacerda. En plus épuré, en moins fouillis que ce que peut être des Lacerda, mais j'ai beaucoup aimé cet aspect de, il y a que 4 actions, il y a un vrai cycle à trouver, les actions se répondent, et ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Il y a une séquence de jeu, en fait. Exactement. Tu vas dans un ordre et tout, il y a une action qui est un peu dissociée, mais sinon, le reste, c'est clairement, c'est logique, en fait, ce qu'on fait. Ouais, logique. Très logique. Mais avec une vraie opacité vachement intéressante, au final. Bien sûr. Et qui donne envie de creuser. Et en fait, ce que j'ai extrêmement apprécié, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, tout au début, le jeu il gagne énormément à être rejoué en fait. J'appréciais plutôt bien le jeu avant d'aller à l'EGA. J'ai extrêmement apprécié ma partie à 4 joueurs, mine de rien. J'avais fait que des parties à 3 joueurs jusqu'alors, et j'ai vraiment bien apprécié ma partie à 4 joueurs où je sais pas, j'avais peut-être le feeling supplémentaire sur le jeu à force d'y revenir. T'as plus compris le truc, quoi. Et là, ça se débloque et ça roule, en fait. Et là, t'as plus de questions à te poser en disant, mais est-ce que je devrais mieux? Mais non, attends, je vais là. Clairement, la direction que j'ai choisi de prendre, c'est ça, quoi. C'est exactement ça. En point peut-être négatif, mais là, je sais pas si j'aurai assez d'expérience, mais de ce que j'en ai perçu pour le moment, en tout cas, la piste jaune, pour moi, me semble extrêmement forte. Ah oui, c'est vrai, tu disais ça. Elle me semble vraiment très forte, surtout qu'elle permet de récupérer des dés colorés, elle permet de supprimer des dés blancs. On a envie de supprimer des dés blancs parce qu'il y a cette méca de dice building, de back building, clairement, où tu vas créer ton sachet, en fait, clairement, tu veux pas avoir des dés blancs. Ça pollue, quoi, ça pollue. Exactement. Bien sûr. Et donc, cette méca, déjà, tu vas pouvoir en supprimer, tu vas pouvoir récupérer du coloré, je trouve ça déjà, naturellement, strictement plus fort de, si je dis pas de bêtises, c'est la piste rouge qui permet de récupérer des meeples, des meeples colorés qui vont te permettre de colorer tes différents dés. Et ça, je trouve ça strictement plus fort, en fait, déjà. Je comprends. Donc, ça me pose une interrogation. Et en fait, j'ai remarqué, alors, que généralement, cette piste jaune est aussi associée au parchemin hébreu ou persan, qui sont des langues
plus facilement... Plutôt facile à traduire. Voilà, plus facilement traduisable que d'autres types de parchemins. Par exemple, si on repart du chinois, ça va être vachement plus difficile, beaucoup plus long. Beaucoup plus Exactement. loin. Ouais, bien sûr. Et je trouve qu'il y a, voilà, ce double effet sur la piste jaune où les parchemins d'un côté, qui vont en plus généralement scorer sur l'hébreu, donc eux-mêmes c'est souvent des hébreux ou des persans. Donc t'as cet aspect scoring qui s'auto-entretient. Et en plus de ça, la piste jaune que je trouve quand même très très forte. Ouais, je comprends. Bah, je suis moins d'accord sur cette piste jaune. Moi, j'ai essayé plein de configurations justement différentes. J'ai joué dernièrement avec la piste bleue, où en fait c'est ton pool 2D, c'est la taille de ton pool 2D. Et en fait, je me disais, en fait c'est chiant, ça. Je suis toujours resté à 4. Je me disais, on s'en fout. Et en fait, alors sur les pistes là, il y a effectivement un système de revenus, mais il y a aussi sur les interstices des bonus one shot que tu vas obtenir au passage. J'ai pas en tête ceux de la piste rouge, mais je pense que ceux de la piste rouge sont plus forts que ceux de la piste jaune qui sont orientés pièces. C'est ça. Et pièces et influences qui sont quand même les plus bas en termes de valeur. Tandis que la piste rouge a si je me souviens bien, des bonus plus intéressants. Oui, plus intéressants, mais je me souviens plus ce que c'est. C'est du gold. Mais gold, c'est de l'orange, mais je sais plus. Enfin bon, en tout cas, il y a des trucs à aller trouver là-dedans qui sont vraiment bien fichus et qui, pour moi, je pense que tout est jouable. Tous les aspects sont jouables. Les couleurs secondaires sont plus difficiles, mais plus intéressantes. Il y a vraiment le moteur de pièces sur le violet, le moteur pour monter sur les autres pistes dans le vert, et l'orange qui va donner des grosses ressources aussi, de l'or notamment. Et donc, en fait, je trouve que ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est très bien conçu. Je pense pas qu'il y ait d'orientation vraiment plus forte. Enfin, au final, dans ce truc-là, il y a toujours des trucs un peu déséquilibrés. Enfin, oui, c'est quand même difficile de trouver un équilibre parfait. Non, c'est ce truc-là. En fait, je pense que je l'aurais trouvé moins forte, cette piste jaune, si justement elle avait pas été de couleur jaune. Si ça avait été une couleur secondaire, non mais... Ah oui, pardon, je croyais que tu disais, les jaunes ça gagne. De toute façon, les jaunes ça gagne. Bon, on était d'accord, mais voilà. Mais non, ils jouent rouge en plus. Non, mais si ça avait été une couleur secondaire, ça veut dire que c'est plus difficile à faire monter. Je comprends. Tandis que là, c'est une couleur primaire. C'est là-dessus. C'est vrai que t'as envie de te débarrasser de tes dés blancs. T'as envie de virer les dés blancs et en même temps de reobtenir d'autres dés. Ça, c'est clairement fort. Bien sûr, c'est le cœur de ton action. Mais en même temps, t'as pas de ressources à ce moment-là. Et puis les dés blancs, du coup, ok, t'as pas de dés blancs, mais du coup, ça sert vraiment pour un poste de scoring particulier qui rapporte au maximum 6 points. Enfin, voilà. C'est sympa, mais je veux dire, ça fait pas toute la game non plus. Ça peut faire une petite dizaine de %. Spontanément, je fais la même chose. Spontanément, j'ai été tout de suite vers le jaune et j'ai joué beaucoup de parties jaune-vert, notamment, où tu peux monter, en fait, sur une piste primaire et du coup, tu blindes le jaune. Entretien, en fait. Exactement. Mais en fait, la dernière partie, là où j'ai joué bleu, j'avais plein de dés blancs. Parce que j'en avais pile 5 juste pour pas prendre les -3. Et en fait, je me disais, au final, ça m'a pas tant gêné que ça. C'était, il fallait que je rame pour obtenir des personnages, mais ils étaient en roulement permanent. Dès que j'en obtenais un, le tour d'après, je le claquais pour justement transformer mon dé, parce que sinon j'avais pas assez de dés de couleurs secondaires principalement. Mais c'était intéressant. Pour moi, tout est jouable et surtout, tout a un intérêt à être essayé. Ça veut dire que vous pouvez choisir de prendre une direction qui est pas forcément commune, et là vous allez vous dire, ah ouais, attends, mais ça marche, ou ça marche pas du tout. J'ai pas tout essayé, hein, je peux pas dire, mais clairement, voilà, ça c'est vraiment un des trucs que moi je préfère faire dans les jeux, c'est explorer en gros les différents axes stratégiques et de dire comment je peux faire au mieux. Est-ce que je me déploie à balle en termes de traducteurs? Est-ce que je me concentre juste sur les parchemins, je laisse les autres faire les traducteurs? Est-ce que je fais des tours de plateau sur le plan et je blinde les guildes de parchemins et je vise les cartes visières? Enfin voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de stratégies différentes possibles en fait, et oui, il doit vraiment y gagner à être poncé en fait, complètement. À tester des axes différents, ouais, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire, et ce qu'on soupçonne pas en fait au tout début. Donc quand on commence le jeu pour première, deuxième game... Ah, tu le vois pas directement? Non, vraiment pas. Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve. Carrément. Conclusion sur ce jeu? Personnellement, je l'ai classé second à l'OGA 2023. C'est vrai, on n'a pas dit le classement, on avait dit qu'on ferait ça, on n'a pas dit sur Apiari. Bon, Apiari, quatrième, a priori, bon, voilà, sans surprise. Moi, je le mets premier, parce que voilà, c'est mon préféré, il y a rien à faire. C'est celui dont j'ai fait le plus de parties, et je pense qu'il est le plus facile à sortir aussi par rapport à Voidfall. Et, mais en tout cas, voilà, vraiment, j'encourage tout le monde à y aller. Et là, vraiment, sans aucune hésitation, je suis sûr que c'est vraiment une expérience à faire. Il y a eu on a eu des gens pendant le week-end qui ont trouvé ça moins bon pour diverses raisons et tout ça. Moi, je trouve quand même que ça reste vraiment pour moi, c'est le meilleur jeu de la série de Shem Phillips. Les 3 trilogies, pour moi, c'est l'apothéose entre guillemets, et c'est aussi celui qui présente le meilleur rapport temps-profondeur. Donc, moi, je me régale. Oui. C'est carrément un méga critère, ça. Donc, voilà. Allez-y.
Deuxième de cette EGA 2023, c'est Nucleum qui arrive juste derrière Volfall. Deuxième donc, Nucleum, un jeu de David Turzi, Simone Luciani, illustré par Andreas Resch, qui sort chez Board & Dice, qui est sorti à Essen de cette année. Donc belle performance quand même pour un jeu qui arrive à Essen, franchement, classé directement Diamant d'Or EGA, ça va vite. Et donc en français, il est localisé par Intrafin, et ça a d'ailleurs été concomitant. Et il est sorti presque à peine après, mais en tout cas, il est arrivé pour Essen aussi chez Intrafin, donc ils ont été assez rapide là-dessus, c'est pas mal. Voilà, Nucleum, Dylan, qu'en est-il? Alors, bon jeu, mauvais jeu? Vas-y, plutôt bon jeu. Et ça part. Déjà, je veux dire, le fait que je l'ai pas abordé sous le prisme, c'est un nouveau barrage ou un nouveau brass ou quelque chose comme ça. Clairement. Je l'ai pas du tout attaqué avec ce biais, parce que je considère vraiment que c'est un vrai biais sur le jeu. Ouais, bien sûr. Et je l'ai pris pour ce qu'il était. Ouais. Je me suis pas fait, pas fait influencer vis-à-vis de ce jeu. Donc, je vais vraiment parler de le jeu tel qu'il est, sans comparaison directe en fait avec d'autres jeux. D'accord. Et sans attendre quelque chose en particulier du jeu. Je comprends. Tout d'abord, une caractéristique que je trouve super importante de ce jeu et qui pour moi je trouve très marquante, c'est l'analyse de setup que tu as sur ce jeu. Ouais. T'as vraiment je trouve que c'est super important si tu veux en tout cas jouer de manière convenable, on va dire, si tu veux bien jouer, passer une bonne partie, t'as quand même un début de partie où tu vas passer bien 10 minutes, je pense, à analyser le setup, à analyser le plateau, les contrats, etc., les jalons, où tu vas tout analyser vis-à-vis aussi de ton plateau expérience, bien sûr. Plateau asymétrique. C'est ça. Pour vraiment partir, parce que ça va tout de suite t'orienter sur tes objectifs courts, moyens, long terme. Et alors, c'est un point négatif ou positif selon les personnes. Moi, je trouve ça assez plaisant de se plonger dans une réflexion assez intense pour après dérouler derrière. Je trouve ça quand même plutôt cool. Dans les points négatifs, par contre, je le trouverais pas assez contraint. En fait, malheureusement, comme jeu, j'aurais aimé un peu plus de contraintes. Ça aurait été plus sympa, notamment par exemple sur les ressources. En fait, les ressources. En début de partie, ça va être très tendu. Début, c'est tendu. C'est difficile. Très tendu. L'argent, les bonhommes, c'est dur. Faut faire les bons choix. En fait, les premiers choix vont être assez déterminants. Exactement. Même par rapport à ce que tu disais avant. Sinon, tu peux te mettre dans une mauvaise boucle et là, c'est le bordel. Ah ouais, bien sûr. Bordel atomique, c'est plus possible. D'où l'analyse de setup, du coup. Exactement. Première analyse, et t'es obligé de faire le bon choix au début, quoi. Et en fait, ce que je trouve vraiment dommage sur ce manque de contraintes sur les ressources, en fait, je m'attendais à peu près au milieu de jeu, t'as un vrai tournant pour essayer de... Là, tu tapes et là, tu vas faire du scoring. Ouais, bien sûr. Ce qui arrive généralement à peu près au milieu de la game. Tu t'attends à avoir vraiment un moment où tu vas être plus contraint sur la ressource, où tu vas te dire, là, c'est un choix important. Bien sûr. Et en fait, ce moment où tu as les choix importants, t'as pas spécialement de ressources. En fait, ça fait que descendre. La tension, au lieu d'avoir une courbe qui est à peu près maintenue tout au long du jeu, elle est un peu descendante vers la fin, forcément, parce que t'as build jusque-là. Mais simplement, là, le problème, c'est que y a pas vraiment de montée. On part directement au point culminant et on fait que descendre. Du coup, c'est dommage, quoi. Ça aurait mérité qu'il y ait vraiment un élément récurrent. Exactement. T'as vraiment des choix importants qui te sont demandés, parce que là, en fait, au bout d'un moment, t'es tellement servi en termes d'argent, d'argent et de bonhomme, les ressources du jeu, ça t'est égal. Alors, l'uranium, je pense que c'est le moins tendu de tous. Je crois que j'ai jamais manqué une seule fois d'uranium. Exceptionnel à chaque fois, c'est pas tendu. T'en as tellement, mais tu sais pas quoi en faire. Complètement. Voilà. Sur les contraintes aussi, je trouve ça dommage. Bon, là, ça reprend un peu un aspect de brasse. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un ordre obligatoire dans la pose de bâtiment. Que tu puisses poser le bâtiment de ton choix dans l'ordre que tu veux. Bon, là, j'aurais aimé un peu plus de contraintes, par exemple. Bien sûr, Mais ça, c'est un choix. Bon, ça plaira à certains, ça plaira à d'autres. Et aussi, notamment, la non-obligation d'électrification pour pouvoir scorer en fin de partie. Sur la piste, notamment Parce que donc, à savoir sur chaque... la dernière ligne dans chaque colonne de bâtiment, chaque dernier bâtiment de ces colonnes va scorer sur le bâtiment du même type dans ton réseau. Mais que ces bâtiments soient électrifiés ou non. Et ça, je trouve ça super dommage parce qu'en fait, ça te produit des choses complètement débiles en fin de game où juste tu vas poser un bâtiment le moins cher possible, limite tu t'en fous de l'électrifier, mais juste parce qu'il va te donner maxi points. Ça, plus les, comment ça s'appelle, sur la piste de jalons, il y a le même problème. Exactement. C'est-à-dire que t'as du scoring sur un type de bâtiment, t'as posé les 4, t'en as pas électrifié un seul, t'as les points. Exactement. Pas de problème. Et ça, c'est un peu, ok, c'est pas contraint, ça plaira, mais bon, moi j'aurais aimé un peu plus. Moi aussi, je trouve que c'est un peu plus là-dessus. Bien sûr, non, ça aurait dû être plus tendu. Exactement. Ensuite, je le trouve, alors,
pas spécialement original en fait dans ses propositions. Il recycle beaucoup de mécaniques éprouvées, connues. Alors l'association est très bien faite. Moi je trouve que c'est mécaniquement ça matche très bien. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne super bien. Le jeu roule évidemment, il y a pas à dire quoi. Par contre, il n'y a pas de cette petite originalité. Alors, si, en étant honnête, il y a peut-être cette originalité de tes tuiles actions, tu vas pouvoir les utiliser comme rail, et donc te sacrifier tes actions pour plus tard. Bon. C'est un peu léger, pour moi. C'est pas mal. Moi aussi, je trouve pas que ce soit déterminant et c'est sympa, voilà. Mais ça, de toute façon, mais en fait, à noter. Ces tuiles d'action, elles dépendent d'un marché de tuiles qui est quand même assez classique et qui au final, tu peux pas le renouveler, donc il y a un petit peu d'opportunisme dessus. En fait, c'est tous des trucs qu'on connaît, quoi, je veux dire. Oui, donc voilà, t'obtiens des tuiles, tu peux t'en servir en rail ou en action, bon d'accord, c'est marrant, mais simplement, en fait, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que la façon de les obtenir, il n'y a pas des vrais choix qui sont réalisés par rapport à ça, tu vas te servir dans un marché, puis boum, quoi. Tout à fait, donc, c'est exactement ça. Et sur cette sortie de tuiles, je trouve pas ça forcément très bien fait. En fait, tu vas pouvoir te retrouver, alors c'est à toi de bien mettre ta game, bien sûr, de programmer un minimum et de voir où tu vas, mais tu peux des fois attendre une tuile d'action, j'en sais rien, une électrification en fin de game pour d'un coup tout électrifier si t'as fait un setup particulier. Et tu peux l'attendre, mais pendant 10 tours, et tu deviens fou, en fait, parce que tu sais rien faire derrière. Voilà. Et ça, c'est super frustrant. En fait, je trouve ça très dommage avec cette mécanique de rivière de tout bonnement mettre une mécanique de cycling de toutes ces tuiles, quitte à ce qu'elles soient chères, peu importe. Mais au moins de pouvoir faire cycler ça, quoi. Que ce soit la dernière, la première, j'en sais rien, mais une petite méca de cycling. Pour moi, il aurait pu être un peu plus interactif. Parce qu'en fait, j'aime les jeux de réseau, j'aime les jeux économiques, j'aime tous ces jeux-là, et j'aurais aimé, voilà, là c'est un jeu de connexion, j'aurais aimé... Ça se touche pas, quoi. Ouais, ça se touche pas, en fait. C'est ça. Chacun fait son petit réseau. Tu viens m'emmerder là? Pas de problème, je vais à l'autre bout. Allez hop, là, tape, tu remets un rail et ça repart, quoi. Et ça aurait été intéressant, que ça soit un peu plus frontal, un peu plus... Merde, il m'a pris ma place, quoi. Non, c'est sûr, ça doit être plus contraint. Ça doit être, mais c'est à rejoindre le manque de contraintes d'une manière générale. Il n'y a pas de tension ni sur les ressources, ni sur le plateau réellement, en fait, quoi. Donc, ça vient. Est-ce que la config, ça c'est un vrai questionnement. Est-ce que la config idéale pour ce jeu serait pas 4 joueurs pour le coup? D'après BGG, ça pour moi c'est 3 joueurs. 3 joueurs. Okay. Je sais pas. Franchement, ça c'est un vrai questionnement. J'ai pas joué à 2, donc je sais pas. À 2, ça tourne, mais après tu sais que tu t'attends à mieux, à plus. En fait, je pense qu'à 4 c'est peut-être mieux parce que justement c'est là où t'as le maximum de contraintes. Tu vas avoir le même plateau central à 3 joueurs. C'est ça. Tu vas peut-être fermer quelques positions de bâtiments. Sur les bâtiments, mais sur les rails. Mais sur les rails sont les mêmes. Et c'est là où tu peux avoir l'interaction directe vraiment très frontale avec les joueurs. Donc c'est pour moi peut-être la meilleure config à 4 joueurs au final. C'est là en tout cas où moi je l'ai trouvé le plus intéressant. Et dernier point que j'aimerais aborder, que moi j'aurais trouvé intéressant, c'est que on a des plateaux asymétriques, des expériences asymétriques. Moi j'aurais trouvé assez pertinent de proposer aussi des plateaux symétriques entre les joueurs. Une expérience symétrique. Une expérience symétrique, et que vraiment tu ne sois pas guidé dès le départ durant ton analyse de setup vis-à-vis de ton expérience, mais vis-à-vis de tes choix. Et là j'aurais trouvé ça vraiment très intéressant. Je remets pas en cause l'équilibre des différentes expériences. Je sais pas assez d'expérience sur le jeu pour le dire, mais j'aurais bien aimé avoir quelque chose de symétrique entre les joueurs en fait. J'aurais trouvé ça assez intéressant, tout simplement. Ça aurait pu être un défi supplémentaire, effectivement. Alors moi, je vais à l'inverse de ça. Je prends le contre-pied complet sur ces plateaux techno. En fait, moi j'aime bien la symétrie qui est proposée par les technologies. J'aurais peut-être voulu avoir quelque chose qu'on peut croiser. En fait, là, du coup, dans le jeu, il y a 4 configurations, ni plus ni moins. Donc, alors. C'est des éléments sensibles. À l'équilibrage, je sais que c'est difficile à faire et que c'est compliqué d'arriver justement à faire 4 factions complètes. Combien il y a de techno? Il y en a 8. Il y a 3 plus 3 plus 2. C'est quand même, c'est pas mal. Ça fait beaucoup d'éléments pour arriver à balayer tout ça. C'est quand même pas simple. Maintenant, voilà. Moi, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus diversifié, qu'on puisse justement faire des mélanges, qu'on essaye, en fait, qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Et donc, on disait tout à l'heure, pourquoi pas avoir, pour renforcer aussi l'interaction, pourquoi pas avoir un plateau central avec, justement, une sorte de marché de technologie où on va augmenter, en fait, la course à ces technos, augmenter une forme de ok, je veux donner cette forme-là à ma partie, je veux disposer de ça, je veux avoir ce truc. Et le problème c'est qu'aujourd'hui les technologies sont localisées principalement sur les contrats, qui sont un élément relativement opportuniste du jeu, qui moi me plaisent moyennement en début de partie. On en a aucun. On les prend pour les ressources, ça marche bien par contre. On prend le contrat, on obtient tout de suite une ressource. Ça c'est vraiment super, moi j'aime bien. Mais le problème c'est que du coup, en fin de partie, soit on a que des contrats qui correspondent pas à la direction qu'on a prise, donc impossible d'atteindre le critère, soit on a des contrats qui correspondent à la direction qu'on a prise et
on les a déjà en fait. Oui. Ils apparaissent, hop, on répond aux conditions et on n'a plus qu'à aller cueillir la tuile. Dommage. Voilà. Je sais pas s'il y a des moyens de faire autrement, mais simplement, j'aurais voulu que ce soit un petit peu différent à ce niveau-là, parce que là, vraiment, à la fin de la partie, j'ai l'impression de surnager partout, en fait. J'ai trop de ressources, j'ai trop de trucs, je vais chercher des contrats pour arriver à passer des trucs, à passer mes dernières technologies. Voilà, c'est trop de tout, quoi. Enfin, vraiment, c'est un tout petit peu dommage là-dessus. Je rejoins vachement Dylan sur le manque d'interaction, de tension. Je trouve que, voilà, l'histoire des tuiles où on peut remettre son réseau un petit peu comme on veut, tout ça, voilà. Moi, je trouve pas ça, je trouve que c'est pas particulièrement intéressant. Alors moi je le compare beaucoup avec Brass parce que du coup, ça m'a été présenté de cette façon, mais aussi parce que je trouve que la mécanique centrale est très proche. Oui. Et que les sensations, du coup, n'ont strictement rien à voir. Là où Brass est fort, c'est ce système d'ordre de tour. En fait, dans Brass, il y a une vraie tension sur l'argent qui est amenée par le choix de à quel moment on va jouer au cours de la prochaine manche. Ça, c'est fabuleux. Je trouve que le système de revenus est moyennement intéressant, autant je trouve que le système qui est fait sur l'ordre du tour d'Embrasse c'est incroyable parce que il y a un vrai intérêt à faire un système de ok, je passe un tour, je joue un tour, je passe un tour, je joue pour arriver à trouver un rythme qui va vous mettre systématiquement en position de force quand il s'agit de faire des actions marquantes. Et donc ça, je trouve ça très très fort. Et ici, j'ai rien d'équivalent. En fait, j'ai rien. L'argent, il y a zéro tension dessus. C'est-à-dire, il y a zéro tension, en tout cas, entre joueurs. Il n'y a pas du tout. Ça crée rien entre les joueurs, ce système d'argent, parce que, en fait, on s'en fout. C'est le nôtre. C'est que le nôtre, c'est tout. Éventuellement, on a effectivement ces places sur le plateau qui sont un peu chères, avec ces rails à 3 places, à 2 places, à une seule place qui vont être un petit peu disputées et tout ça. Je trouve que c'est trop léger. C'est pas suffisant. En fait, on n'arrive pas vraiment à trouver vraiment un intérêt particulier à aller faire ci ou ça. Et en fait, c'est pas que tout est équivalent, mais je veux dire, ça va pas faire d'énormes différences. On a quand même le temps de voir un joueur qui est en train de set up un réseau et de l'arrêter à temps. Il y a pas de, je veux dire, il y a pas de coup vraiment tranchant où t'as deux possibilités où tu te dis, ok, je vais forcément y perdre. Quel choix je vais décider de faire? Et donc ça, c'est dommage, quoi. J'aurais aimé des choix beaucoup plus impactants, beaucoup plus forts comme ça, quoi. Mais truc bête, tu vois, j'aurais trouvé... Alors c'est intéressant hein, que l'électrification, tu puisses utiliser le réseau de n'importe qui, pourquoi pas. Mais je sais pas, tu utilises le rail de quelqu'un d'autre, tu le payes un minimum. Oui, tu le payes. Tout de suite, tu rajoutes quelque chose où... une interaction supplémentaire, en fait. C'est une aussi... contrainte supplémentaire, voilà. Parce que là, c'est trop simple. Tu remets en plus, et ça, c'est aussi une autre chose que j'aime pas trop dans le jeu. Il y a une forme d'inconsistance, en fait, entre les différentes façons de concevoir le réseau. C'est-à-dire que, pour les rails, il n'existe pas de réseau. On peut mettre les rails où bon nous semble. Il n'y a pas de contrainte particulière, donc il n'y a pas de notion de réseau sur la pose de rails. Pour les bâtiments, il y a une notion de réseau forte, puisque on doit se placer, et encore forte, demi-forte, on doit se mettre dans un réseau. Un réseau étant constitué par, au minimum, un rail ou un bâtiment. Et pour le scoring, alors troisième élément, pour l'électrification, il y a une notion de réseau global, c'est-à-dire que ça transite par n'importe quelle personne. Donc c'est déjà une troisième configuration. Il y en a une quatrième, et c'est là où je trouve qu'en termes de règles, c'est vraiment difficile de se repérer. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites par rapport à ça. Quatrième notion de réseau, c'est au moment du scoring, vous allez compter, sur les bâtiments qui multiplient les points, vous allez compter le nombre de bâtiments de tous les joueurs, électrifiés ou pas, dans le réseau à partir duquel part le bâtiment, pas dans tous vos réseaux, dans ce réseau-là. Oui. En fait, ça fait tellement de règles transgressives qui fait que, en fait, on a du mal de se repérer. Il y a une règle différente pour chaque pose, chaque truc qu'on va mettre dans le jeu. Je trouve ça assez inconsistant et pas instinctif du tout. Alors évidemment, vous allez me dire, au bout de 4 parties, vous l'avez. Bien sûr. Et évidemment, dans n'importe quel jeu, au bout de 4 parties, vous avez, j'espère, compris les règles. Mais c'est dommage d'avoir cette inconsistance. Ouais. Je trouve que ça amène beaucoup de bruit. Et en fait, j'aurais voulu que ce soit beaucoup plus uniforme. Plus pur là-dessus. Bien sûr. Ouais. J'aurais adoré que ce soit plus uniforme. Voilà. Une petite conclusion là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? En conclusion, moi, vu que je l'aborde pas avec un biais vis-à-vis d'un autre jeu, je le trouve agréable quand même pour ce qu'il est. Je le garderai, j'y rejouerai très certainement. Okay. J'essaierai d'y jouer à 4 néanmoins. Peut-être quelques parties à 2, mais pas, voilà. Occasionnellement. Et personnellement, je l'ai classé 3e. Ah, très bien. J'ai aussi classé 3e, effectivement. Et je le classe 3e parce qu'il y a Piari, mais sinon, je le classe potentiellement 4e. Après, voilà. Moi, c'est vraiment un style de jeu où il y a mieux, en fait, dans ce style, dans ces mechas, dans la proposition qui est faite, pour moi, il y a mieux. C'est vrai que c'est délicat. C'est la remarque que je te faisais tout à l'heure
à la fin d'une partie de Nucleum, à la fin de certains jeux, votre première envie, c'est de refaire ce jeu. Là, à la fin d'une partie de Nucleum, ma première idée, c'est, tiens, j'ai envie de faire un Brass. J'ai envie de jouer à Brass, parce que Brass, c'est mieux. Exactement. Et voilà. Non, mais voilà, et que, effectivement, il y a beaucoup de choses qui y font penser. Ouais. Et t'arrives à la fin de la partie, tu dis, je me ferais peut-être bien un Brass. C'est quand même vraiment plus sympa, quoi. Mais bon, voilà, après, hein, c'est des choses qui se produisent. On en vient maintenant à Voidfall, classé premier de cet EGA 2023. Numéro 1. Numéro 1. Exactement. Qui est designé par Nigel Buckle, David Turczi. Yes. Illustré par Yann O'Toole et édité par Mind Clash Games. Yes. Localisé en français par Super Meeple. Exactement. Je donne maintenant la parole à Ben. Allez. Pour ses premières remarques, ressenties. C'est parti. Doublé de David Turczi, hein, quand même. Ouais, première et deuxième place. Très très chouette. On lui a passé un petit coup de fil à la fin de GA pour le féliciter. Très très chouette. Bon. Voidfall. Alors bon, moi c'est un jeu que j'aime énormément, qui renouvelle un petit peu le genre du 4X et qui amène une dimension très très Eurogame. Je vais l'aborder sous un autre angle que celui que je prends d'habitude parce qu'il faut changer un petit peu ce qu'on raconte des fois sur les jeux. Il y a quand même d'autres choses à dire. Il y a des remarques qui ont été faites ce week-end notamment, qui parlaient du manque d'interaction du jeu et que je veux bien reconnaître. C'est vrai que en fait, il y a à mon sens, il y a quelque chose qui fait que les maps sont un petit peu grandes, d'une manière générale. Même les maps qui sont conçues, donc il y a un système de scénario en fonction du nombre de joueurs, de l'interaction, de la complexité au niveau du jeu qu'on veut. Toutes les maps que j'ai essayées jusqu'à aujourd'hui, alors il y a une map à 3 joueurs qui était quand même assez contrainte, où vraiment on avait envie d'aller se castagner au milieu, mais là la map à 4 qu'on jouait, l'art de la guerre en l'occurrence, était trop grande. On n'est pas allé au milieu. Okay. Et quand bien même on y serait allé, je crois qu'il n'y aurait pas vraiment eu de contestation. Alors je joue avec des joueurs qui sont plus orientés euro et qui étaient moins familiers avec le jeu et tout ça, donc ça ramait un petit peu plus. Pour le coup, moi étant belliqueux, première idée, je vais au centre et je castagne. Bagarre. Non mais très clairement, non mais forcément. Après ça dépend du profil de joueur, mais je suis d'accord qu'elle était quand même très grande cette map. C'est grand et ça incite pas forcément tout à fait à aller faire ça. Tu peux te dire pourquoi je développerais pas mon petit moteur peinard en fait. Tout à fait. Et donc ça c'est vrai que c'est peut-être un petit manque du jeu et c'est dommage parce que vraiment les 4X c'est plutôt un genre très interactif justement où on va vraiment au combat frontal et où il va y avoir de la perte d'unité. Là en fait on perd un tout petit peu cette essence parce que en fait le curseur gestion de ressources il monte très fort, très fort. Oui. Et là où un Eclipse va vraiment amener à de la confrontation à un moment donné, alors peut-être pas beaucoup dans la partie, mais par contre il va y avoir une sorte de méga combat à un moment donné. C'est ça. Où vraiment ça va être le cataclysme quoi. Généralement dans Eclipse t'as une ou deux fois un combat, une action, et avec le combat déterminé en fait. Oui. Le combat des titans quoi. Le mec il arrive avec son Megazord et bam, baston de Megazord quoi. Concrètement c'est ça. Et donc voilà, là ça manque. Tu jettes ta brouette 2D aussi. Non mais voilà, ça c'est la grosse différence effectivement, c'est l'aspect déterministe des combats. Ça c'est quand même vraiment plaisant et moi je trouve que ça c'est en fait on pourrait se dire ça a pas d'intérêt parce qu'en fait il y a pas ce petit côté dans le jeu machin et tout ça. Si ça a un intérêt de fou. Pour moi, si je me permets. Vas-y, bien sûr. Ce que je trouve en fait formidable, c'est j'ai l'impression qu'il invente un nouveau genre à lui tout seul, c'est-à-dire le 4X sans hasard. C'est ça. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Ouais, c'est ça. Je suis plutôt friand de 4X, j'aime vraiment bien, mais j'ai toujours cette frustration. Par exemple, je joue à Eclipse t'as une race par exemple qui est très portée castagne et t'as besoin de te développer vite. Bah suffit que ta première confrontation tu la loses, c'est super frustrant. C'est compliqué. Et derrière, tu vas passer une sale partie, quoi. Tu vas passer une sale game. Et c'est un peu frustrant de faire ça sur un jet de dés, quoi. Tandis que là, non, c'est toi, déjà, directement, tu peux le savoir, tu peux programmer, tac. Et ça, je trouve ça renouvelle le genre et je trouve ça fabuleux, en fait. Pour un Eurogamer qui aime contrôler au maximum ses actions, ses choix, etc. Là, c'est tout en connaissance de cause, quoi. Je trouve ça génial. Et j'ai vraiment l'impression qu'il redéfinit un genre à lui tout seul. Il est à part, il est peut-être tout seul dans sa catégorie. Mais en tout cas, c'est un vrai tour de force, je trouve, ce qu'il propose. Moi, je mettrais une catégorie au-dessus. Je pense que Mind Clash produisent des jeux qui sont une catégorie. En fait, je ressens des sensations qui sont proches de ce que je ressens sur Tricarion, sur Anachronie, dans Voidfall. En fait, il y a une forme de complexité d'abord du jeu qui fait que c'est déjà... Il y a une satisfaction sur le défi intellectuel d'arriver à comprendre le mécanisme global qui fait que moi je m'amuse déjà à ce moment-là.
Et à le faire dérouler. Et à admirer. C'est un jeu en fait où on a une sorte de comme une méga machine à contrôler. Et en fait, une fois qu'on démarre le truc et on a juste à admirer les mouvements qui se produisent quand on appuie sur tel ou tel bouton. Et ça, c'est fou. Et pour moi, c'est exactement la définition du genre Mind Clash. On admire, en fait, la mécanique qu'on arrive à peu près à faire rouler. Et je trouve ça fabuleux. En fait, c'est un jeu qui est extrêmement prenant. J'ai trouvé ça incroyable. Alors, la partie de l'EGA, donc, pour moi, pour toi aussi, c'était le dimanche matin, après une nuit. Après 2 nuits très courtes. Très courtes. Oh là. Et donc, je me suis dit, ça va quand même être difficile. Tu sais que t'en as pour au moins 4 heures quand même, parce que ça prend le temps. Bon, voilà. Je me suis dit, oh là là, ça va être difficile. En fait, au bout de 10 minutes, déjà, je jouais debout. Et ça, pour moi, c'est un marqueur. Quand t'es déjà debout. Toute la table est là. Et ça se lève et ça part. Et là, ça regarde. Et toi, tu peux pas faire ça. C'est bon. Allez. Toi, tu regardes. Ça, je trouve ça formidable. Et en fait, au bout de 10 minutes, déjà, il te prend par la main, le jeu, il te dit, viens, on va aller jouer ensemble. Et puis on va s'éclater, quoi. Et à la fin, c'est un jeu à histoire. Tu te souviens de tes parties. Tu te rappelles parce que ça marque. Ouais, il y a des trucs qui te marquent et c'est un vrai jeu à histoire. Ah, c'est à fond. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est en fait, moi, je trouve qu'il y a, alors, on pourrait se poser la question quand même d'un truc, c'est que si on ajoute le manque d'interaction potentielle, donc avec vraiment quelque chose où on peut jouer relativement tout seul dans son coin, plus le défi intellectuel élevé, est-ce qu'on n'est pas dans le puzzle game, plus ou moins solo, très très élevé en termes de niveau. En fait, est-ce qu'on n'est pas dans de la dinette luxe? Peut-être que c'est au final. Parce que là, on décrit ça sur Apiari, et là, on dit à peu près la même chose. On dit, écoute, j'avais fait un petit comparatif à l'EGA avec Apiari. Pour moi, Apiari, en fait, c'est le jeu qui est sur le côté, c'est le néant. C'est le jeu qui veut venir te castagne, qui veut rentrer et te faire chier. C'est l'escarmoucheur qui arrive avec son épée comme ça. Ok, très bien. Ah non, mais en vrai, on pourrait se dire ça. En fait, parce que là, moi, je critique particulièrement les puzzle games solo parce que je trouve vraiment que ça a pas d'intérêt ludique. Mais simplement, là, en fait, je me rends compte que ça, c'est quoi? C'est un puzzle game solo pour joueurs qui se prétendent experts, quoi. D'où pour moi peut-être l'un des points négatifs, c'est quand même que les gens sont trop la tête dans leur petit coin. Et ça, je trouve ça un peu déplaisant quand même. Il y a ça. Il y a beaucoup d'AP potentiellement. Alors bon, foutritude d'AP. Alors là, c'est clair. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'analyse de setup. Je pense que là, on a sur les 4, pour moi, c'est la plus grosse analyse de setup. C'est une folie. Il y a les races, les technologies, les pistes de civilisation qui sont asymétriques en fonction des joueurs, les peuples déchus, la map. C'est huge en fait. Le nombre de trucs, le nombre de paramètres que vous devez prendre en compte. J'ai pas compté. Je voulais, avant de faire la vidéo, je me suis dit, je vais faire un truc comme ça, on aura des chiffres à donner. Je voulais compter le nombre d'icônes qu'il y avait dans l'aide de jeu. Je voulais savoir exactement combien il y avait d'icônes pour voir à quel point il te fallait un temps d'acclimatation à ces icônes, même si pour moi Yann O'Toole c'est le maître tour de force. C'est le maître en termes d'iconographie. Moi je m'y retrouve tout de suite, mais n'empêche, on peut, je pense, compter le nombre d'icônes qu'on retrouve à l'intérieur d'un jeu et se dire c'est calibré entre guillemets par rapport à la profondeur du jeu, à l'expérience qui est proposée, ou alors c'est pas du tout calibré, il y a une foultitude d'icônes pour en fait un jeu qui est relativement simple, et là du coup tu te dis c'est pas possible, je passe ma vie dans le bouquin de règles, quoi, et c'est pas ce que t'as envie. Et donc là c'est plutôt calibré, mais il faudrait les compter, mais c'est incalculable. Il y a un nombre de trucs différents. En plus, avec les différentes associations qu'on peut avoir, c'est un truc de malade, en fait. C'est fou. Et donc, effectivement, le temps que tu passes cette couche d'abstraction et que tu te dises, je comprends parfaitement en regardant telle action, je sais ce que ça fait. Là, à ce moment-là, tu peux aller voir chez les autres et là, tu t'intéresses. Mais par contre, c'est là où, pour moi, le jeu prend toute sa dimension. C'est que t'es réellement à l'aise, que t'as enlevé les petites roulettes du jeu. Exactement. Là, c'est un bonheur. En fait, le tableau techno, tu te dis, celle-là, faut pas la laisser. Celle-là, faut surtout pas la laisser. Faut y aller tout de suite et prendre les 4 points et dissuader les gars d'y aller et de se dire, j'ai quand même 4 points à perdre si je vais là-dessus en deuxième, parce que sinon, c'est Clone Fiesta. Enfin, je veux dire, là, la partie que tu fais, enfin, c'est n'importe quoi. Tu montes les 3 pistes Steve à fond. Enfin, je le trouve très gratifiant, en fait, sur le setup. Alors, t'as l'analyse de setup, ce qu'on parlait juste avant, mais tu peux y passer une demi-heure, dessus, à juste regarder tout et
ok, tu programmes toc toc toc. Bien sûr, tu prévois ta partie en fait. Et voilà, et ça, je trouve ça. Alors, ça peut être très long, mais c'est en même temps très gratifiant. En fait, t'as quand même à chaque fois, t'as cette reanalyse à chaque début de manche, où tu vas te programmer ton déroulement, ta séquence de 5 actions. Alors, tu vas y revenir parce que tu vas avoir du petit changement durant la manche, etc. Mais je trouve ça super gratifiant. Et quand t'arrives à te faire un méga setup sur tes 2 premières manches et que ta 3e manche, ça va être que du Miracle Turn pendant tes 4, 5, 6 tours. Feu d'artifice. Là, mais ça part dans tous les sens. Alors, ça peut être très frustrant pour les autres parce que ça peut être excessivement long. Parce que, en plus, t'es en 3e manche. Donc, t'as un setup de ma boule, c'est un truc de fou. Ça va dans tous les sens. Mais alors, en termes de gratification pour le joueur, c'est génial. Vraiment, ça c'est super bien. Quand t'arrives à tout maximiser, que toc ça se répond. Ça s'enchaîne. En fait, tu vois l'imbrication du jeu, l'imbrication profonde. Le jeu fonctionne. Là, tu regardes la mécanique. Exactement. Tu le vois se dérouler. Mais c'est ça. Et tu te dis putain, j'ai créé un monstre incroyable. Voilà. T'es parti au four, t'as gratté. Oh là là là. Et puis là, t'es au niveau de la méca. Exactement. Et superbe. Moi, je suis très fan de ça et ouais. Et il y a un dernier point que je voulais noter, c'est il y a dans les sources de points de victoire, il y a plusieurs éléments. Il y a les combats qui vont apporter des points de victoire assez notables et qui peuvent notamment en faire perdre à d'autres. Enfin, tu vas braquer un petit jeton, tu vas dégager un petit jeton de points de victoire chez un joueur. Il y a les objectifs de fin de manche qui sont communs à tous. Tout le monde peut les atteindre. Alors non, les objectifs de fin de manche, c'est sur la carte de manche. Ah oui. Il y a ceux-là, qui amènent potentiellement des points. Il y a un peu les récompenses d'exploration des territoires, machin, un peu à la marche. Les pistes de civilisation, qui sont aussi une grosse source de points de victoire. C'est voilà. Et les cartes de programme, qui elles sont pour moi la source principale. En fait, les cartes de programme, c'est ce qu'on va scorer à chaque fin de manche, donc 3 fois dans la partie. Ça se cumule. Normalement, c'est de mieux en mieux. On a de plus en plus de conditions, machin. Je trouve que c'est un tout petit peu fort en termes de ce que ça propose par rapport au mode d'obtention, parce que pour obtenir ces cartes de programme, il y a des actions, simplement, on va les chercher. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste une sorte de rivière, entre guillemets. Donc, il y a une carte sur chacun des 4 types de programmes qui est dispo, voilà. Et on peut, si on n'aime pas celle qui est dispo, on peut aller en chercher 2 de la même ligne au pif. Et en fait, il y a une grosse part de ces cartes-là sont très variables et mettent en valeur différentes stratégies, ce qui fait que tu vas quand même avoir, c'est pas vraiment de l'opportunisme, mais c'est du situationnel. Tu peux tomber sur des cartes qui sont flinguées, qui n'ont absolument rien à voir avec ce que tu es en train de construire, et le mec d'après, qui soit à la carte en visu, elle est déjà sortie, il a plus qu'à aller l'accueillir, bon là les autres ont un peu la vue dessus, machin, soit pire encore, il va chercher 2 cartes et paf, il tombe sur la carte qui valorise la machine qu'il a construite, et là c'est compliqué. C'est un point d'achoppement. Moi, je trouve c'est un peu dommage ce truc-là parce que en fait c'est un tout petit point du jeu entre guillemets et du coup c'est un point qui maintient le jeu en équilibre entre guillemets, et là je trouve qu'en fait il le tient pas vraiment en équilibre parce que il y a pas de justification entre guillemets à ça. T'as pas fait des actions de fou furieux pour aller chercher un programme qui va valoriser le reste de tes actions. Évidemment, il faut que tu arrives à enchaîner le reste pour que ça se mette bien, mais quand même, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas à batailler un tout petit peu plus sur ces cartes programmes pour les récupérer. Voilà. Très bien. Ok. Bon, conclusion Voidfall. Non, pas du tout, pas conclusion. T'as pas parlé, t'as pas raconté tes points. Vas-y, on a bien discuté. Vas-y, si tu veux compléter, vas-y, je t'en prie. Non, moi, autre point que je trouve très intéressant, c'est son adaptation au nombre de joueurs. Oui. Enfin, tu l'as décrit assez brièvement au début. Je trouve ça super intéressant. Ça se met bien. Tu veux ton livret, tu veux tel scénario, un peu plus agressif, un peu plus chill dans ton coin. T'es à 2 joueurs, t'es à 3 joueurs, t'es à 4. Je trouve ça génial. C'est bien. Ça, c'est super bien fait. Et tu sais que ta partie, elle va se dérouler comme elle doit se dérouler. Exactement. En fait. Et ça, c'est vraiment agréable. Et en fait, un aspect que j'aime beaucoup aussi dans ce 4X-là, c'est l'aspect menace, un peu guerre froide entre les joueurs. Tu construis tes remparts, et t'es là, tu m'attaques, je t'attaque. Exactement. Et tout ça dû à la prédictibilité, en fait, du combat. Et alors, quand t'es à 3 joueurs ou à 4 joueurs, là, c'est génial parce que t'es un peu imbriqué, tu te retrouves souvent à une frontière commune un peu avec tout le monde et ça va être ok, je peux venir te rouler dessus. Voilà. Par contre, je m'affaiblis derrière, c'est l'autre qui vient me rouler dessus. Et tu finis, c'est un pierre-feuille-ciseau géant mais galactique. T'es deux du côté d'un secteur et tu vois le mec à l'autre bout du champ, t'es là. Tu te prépares comme ça à aller le fumer et lui il fait pareil et du coup personne n'avance. Mais après, c'est là que je trouve ça super intéressant, l'aspect aussi regarder par contre. Ah ok. Lui, il a joué sa carte combat, t'en as que 2, à savoir, généralement, sauf race particulière, mais généralement, t'as 2 cartes de combat. Donc, un peu regarder quand même ce que les autres ont fait ok, peut-être j'ai l'opportunité d'aller lui castagne
lui derrière il va pas pouvoir. Par contre, à contrario, ça renforce, je trouve, les cartes au programme qui te permettent de refaire du combat. Le combat est quand même super essentiel, très central, je trouve, dans le jeu, au final. Ah, je pense. Énorme source de points de victoire, et t'as pas tant d'actions qui te permettent de le faire, finalement. Oui. Non, c'est assez limité. En fait, t'es plus limité, non pas par ta puissance de feu, mais par les actions qui te permettent d'aller au contact, et c'est là que les cartes de programme... Eh ben, je trouve que sur les cartes, ce sont les programmes les plus intéressants, parce qu'en plus, c'est clair. Ouais, elle s'accorde généralement, elle se déclenche avec déjà des cartes d'action qui sont généralement très intéressantes. Que tu veux, tentation et progrès. Avec la carte de techno, là, plus tentation, où tu fais des trucs de tu veux généralement les faire à chaque manche quand même, parce que c'est des cartes super intéressantes. Bien sûr. Et en plus de ça t'offre un combat, tu peux te retrouver, si t'as bien setup le truc, à faire 3-4 combats dans une manche. Et là, c'est dévastateur. Voilà, c'est roulable. Ouais, clairement. Donc voilà, moi c'est un point que je trouve vraiment très intéressant. Oh, c'est sûr. Mais je pense que je me demande à quel point tu peux contourner les combats. Genre à quel point tu peux prendre, allez, je sais pas, t'as 2 secteurs de base, t'en prends 2 autres, tu tapes un peu le néant à côté, et après tu fais que du développement personnel. Je sais pas. Ouais. J'ai déjà tenté, hein. Moi sur toutes mes autres games j'ai tenté plus Turtle, tu vois, allez. Ouais, tu restes un peu mon petit truc. Voilà, tu restes dans ton coin et non, t'as quand même besoin d'aller casser. Ouais, il faut aller un peu plus au contact. Après en fait, les tuiles sont tellement alléchantes, il y a tellement de trucs à aller chercher dessus que c'est dur en fait de te cantonner à ça et de juste faire en plus c'est moins intéressant donc forcément je pense que et puis voilà, spontanément tu vas aller faire ça quoi. Belliqueux, t'as envie d'y aller. Tout droit, bagarre. Tout droit, tu défonces et puis ça roule quoi. Exactement. Yes, bon. En conclusion, Voidfall, bon, pour moi très très bon jeu. Hein. Moi je le mets en 2e position, mais moi je l'ai mis en première position. Alors j'étais parti plus quand érudit premier. Ouais, j'étais parti érudit premier au début de l'EGA. Et non, mine de rien, je vais refaire une partie de Voidfall en dernier jeu de l'EGA. Tu te dis putain, c'est exceptionnel en fait. Ah, c'est ouf. Là pour le coup, bah c'est pas comme Nucleum. Derrière, t'as envie d'en refaire une. Ah non mais à fond. Non puis il y a cette barre. Il faut noter quand même. Il y a quand même une barrière à l'entrée massive. Voilà, il faut être. Il faut avoir des joueurs avertis. Il vous faut un temps infini. Il faut que vous maîtrisiez bien les règles, sinon c'est injouable. Enfin franchement il y a trop de barrières à l'entrée, mais c'est tellement satisfaisant en sortie, c'est ouf. Enfin, vraiment, moi je trouve c'est le bonheur si t'arrives à y jouer avec une table de 4 joueurs qui savent y jouer. Laser. Et où c'est toc. Parfait. Ça enchaîne et tout, là, ça régal. Du régal. Donc voilà, première place tout à fait méritée pour Voidfall et donc ouais, très très bien. Allez, on s'arrête là pour ce débrief de l'EGA 2023. Donc c'était un régal, on s'est vraiment bien amusé. Oui, c'était un super week-end. Super édition, on a joué avec des gens super sympas. Ravi d'avoir rencontré toutes ces belles personnes. Bah ouais, très chouette. Hein, les Belges, vous êtes très amicaux. Ah là là, franchement, les Belges, très accueillants, c'était super. On a de cesse que de le dire, bien sûr, super bien. Et donc bah merci à Stéphane de l'EGA pour organiser tout ça. Merci à tous les gens qui étaient présents sur le week-end. C'était super bien. On a passé des super bons moments. Nos copains de tablé. Yes. Nos copains du Airbnb. Exactement. Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Pour de nouvelles recettes ludiques.